Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Un jeune homme de 23 ans tué à Debriant. Le quartier Foyalais est encore sous le choc de ce nouvel homicide par arme à feu perpétré hier soir. Une autre victime a aussi été touchée, on en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, 15 années de réclusion criminelle. Un homme est condamné pour des faits de viol et séquestration sur une personne vulnérable. Le compte-rendu d'audience dans quelques minutes. La sécurité qui est au cœur des préoccupations pour les jours gras du carnaval. Le dispositif mis en place à Fort-de-France a été présenté cet après-midi. Plusieurs nouveautés sont à découvrir cette année. Encore une nuit marquée par des violences armées. Un jeune homme de 23 ans a perdu la vie au quartier Debriant à Fort-de-France. Il était aux environs de 23h30 lorsqu'il a été touché par des tirs d'armes à feu. Un deuxième jeune homme de 20 ans a aussi été touché par ces tirs. On fait le point avec Ryan Anéas et Dorian Cayula. C'est encore une nuit où les balles résonnent sur notre île. Hier soir, à proximité de Gaudissart, aux alentours de 23h30, plusieurs coups de feu retentissent devant l'église du quartier de Debriant. Un jeune homme de 23 ans décède après plusieurs tirs en rafale. Un autre, âgé de 20 ans, est également touché et a pu être pris en charge par les secours et transporté au CHU. Selon nos informations, un deux roues serait arrivé sur place. L'un des occupants aurait été muni d'une arme de poing, tandis que l'autre aurait utilisé un fusil d'assaut. Plusieurs riverains disent avoir été réveillés en pleine nuit par les détonations. Une habitante nous confie hors caméra. J'ai encore le bruit de la mitraillette dans les oreilles. C'est toujours une réaction de tristesse, mais aussi un peu mélangée de colère. Et après, on réagit en se demandant quoi mettre en place pour la population. Déjà, on sait qu'il y a des jeunes qui ont vu cette scène et qui sont choqués. Donc, on nous mettra en place avec la ville une cellule de crise afin que les personnes puissent s'exprimer et avoir un sas pour parler de l'impact que cette situation a eu sur elles. Des proches des victimes sont arrivés très tôt sur les lieux du drame. Très marqués, ils ont allumé 2 bougies en hommage au jeune homme décédé. Ils nous ont également confié que leur ami tragiquement abattu était inséré dans la société, qu'il travaillait et qu'il venait passer un moment ici avec des amis. Sur place, les stigmates de la fusillade sont encore visibles. De nombreux impacts de balles ont notamment été relevés, y compris sur la façade de la crèche, située à 2 pas de la scène de crime. Nous, on a les solutions, on a aussi des parades, mais les solutions, est-ce que ceux qui dirigent sont prêts à les faire? C'est donner les moyens aux policiers et aux gendarmes en équipement et en hommes pour faire cette lutte-là, et puis donner beaucoup de moyens à la justice en hommes, en matériel, mais également en texte de loi et également en place de prison. Donc c'est encore dommage qu'on arrive à une fusillade encore et qu'on perd un de nos enfants. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises des faits et d'identifier les auteurs. La Cour criminelle a rendu son verdict dans l'affaire de viol et séquestration sur personnes vulnérables. Au 2e jour de son procès, l'accusé est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et écope de 15 ans de prison. Il était passé aux aveux hier. Le compte-rendu d'audience avec Ryan Anéas. Le verdict est tombé à la cour criminelle de Fort-de-France. Monsieur Blécourt est reconnu coupable de viol avec menace d'une arme sur une personne vulnérable. La cour le condamne à 15 ans de réclusion criminelle avec un suivi socio-judiciaire de 5 ans. Une injonction de soins est également prononcée. Il lui est aussi interdit d'entrer en contact avec la victime, de se rendre à son domicile et l'obligation de l'indemniser. Pour maître Tiffany de Fréminville, avocate de la défense, le dossier était complexe et lourd à porter. Nous sommes satisfaites puisqu'effectivement la peine encourue pour le viol aggravé c'est 20 ans et l'accusé a eu 15 ans d'emprisonnement. Après c'est vrai qu'on parle de faits d'une extrême gravité puisque ma cliente a été violée avec... l'agresseur est venu avec un couteau, il l'a bâillonné, il l'a ligoté, il l'a violée, il l'a laissé ligoter en partant. Et il lui a porté des coups, elle a dû avoir des points de suture au niveau de la bouche. Donc c'est vrai que c'était un viol extrêmement violent dans sa propre chambre de foyer alors qu'elle avait une déficience mentale. Pour la partie civile, le verdict était attendu, l'accusé ayant reconnu les faits dès le 1er jour d'audience. On s'attendait naturellement à une peine sévère parce que les faits sont graves intrinsèquement, ça c'est certain. Après, c'est une peine qui est bien en deçà des réquisitions de monsieur l'avocat général, mais
Je pense qu'à 10-12 ans, c'était une peine qui aurait été plus cohérente. Est-ce que c'était un dossier compliqué à gérer pour vous de votre côté? Il n'y a jamais de dossier facile à gérer en matière criminelle, parce que c'est l'oralité des débats qui prévaut, parce que les enjeux judiciaires et humains sont extrêmement importants. Donc ça n'est jamais simple, même lorsque les faits sont reconnus. Dans le volet civil, la Cour reconnaît M. Blécourt responsable du préjudice. Il est condamné à verser 25 000 € à la victime et l'association Culture Égalité, elle, obtient un euro symbolique. L'accusé dispose désormais de 10 jours pour faire appel de la décision. Le verdict est tombé également pour les grands frères de Guadeloupe. Après 12 jours d'audience, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a tranché. Pour rappel, les 13 prévenus étaient poursuivis pour association de malfaiteurs pendant la crise sanitaire en 2021. 6 d'entre eux sont totalement relaxés. Les autres écopent de peine de prison ferme ou avec sursis. Les réactions recueillies par Ryan Anias. Comme je l'avais dit, depuis le premier jour du procès, j'étais très confiant concernant les éléments qu'on avait apportés au dossier. Et j'étais venu pour ça, pour en découdre. Donc le résultat est là, fier de moi, fier du travail qu'a accompli mon avocate. Il y a quelques petites choses qui traînent pour certains camarades dont je ne suis pas satisfait. Je dis que la justice a rendu son verdict aujourd'hui, mais que le combat continue. Je suis content, comme je le disais tout à l'heure, content d'avoir été écouté par la juge qui semblait comprendre en tout cas les problématiques de nos territoires et qui a sûrement dû prendre ça en compte pour prendre sa décision. Mais c'est vrai que les 6 mois de sursis qu'on m'a donné, alors j'ai fait plus d'1 an de prison, voilà, mon casier était vierge, donc ça salit mon casier. J'ai pas trop apprécié la décision. Maintenant, je verrai avec mon avocat s'il faut qu'on fasse appel ou pas, mais voilà. Donc content d'avoir été écouté par la juge, mais moins content de la décision. On m'a condamné à 18 mois de sursis. Et moi, j'ai déjà effectué une peine de 18 mois ferme. Et hors de chez moi, en hexagone en plus. Donc là, on voit très bien que c'est un simulacre et qu'ils savent très bien que leur dossier, c'est un dossier qui a été inventé par un procureur carriériste. Et donc, au final, les masques sont tombés. Bon, je suis à moitié satisfait, pour ne pas dire que je suis totalement déçu de ce que je pensais être la justice. On ne peut pas être satisfait d'une condamnation quand on sait qu'on n'a rien fait. Tu sais, je suis quelqu'un... j'ai toujours pris mes responsabilités dans tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire auparavant. Et en aucun cas, je peux me satisfaire d'une condamnation pour laquelle je sais injuste. Je suis relaxé d'escroquerie, je suis relaxé de ce pipe qui a été brûlé, on ne sait même pas c'est qui. Je suis relaxé de pas mal de choses. On m'a juste condamné au final pour le fait d'être monté au créneau sur des barrages, etc. Donc au final, ils étaient obligés de condamner. Tu vois, je pense que c'est ce sentiment-là. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Elle n'a pas peut-être eu le courage d'aller jusqu'à la relaxe totale pour tout le monde, en sachant que si c'était le cas, ils auraient dû casquer gros. À la une aussi de l'actualité, la ville de Fort-de-France s'apprête à recevoir des milliers de carnavaliers pendant les jours gras. Alors comme chaque année, un large dispositif de sécurité mis en place. Dans un contexte où les faits de violence ont atteint des chiffres records en 2025, les autorités souhaitent renforcer les moyens déployés. Nouvelles technologies, patrouilles plus mobiles, à quoi faut-il s'attendre? Élément de réponse avec Sandrine Claude. Dans un contexte de montée en flèche de la violence, la sécurité sera au cœur des préoccupations pour ce carnaval 2026. Au total, ce sont plus de 150 policiers et gendarmes qui seront mobilisés chaque jour de parade. L'accent sera mis sur leur mobilité et les nouvelles technologies seront mises à contribution pour assurer des festivités sereines. Avec cette année, le choix d'être plus dynamique, un peu moins en statique à l'extérieur de la zone, beaucoup plus en dynamique avec plus de patrouilles à l'intérieur, des patrouilles mixtes d'ailleurs, police et gendarmerie, pour assurer une sécurité qui soit vraiment sur l'ensemble de la zone. Par ailleurs, nous allons mobiliser un drone qui aura des déports d'images, qui pour la première fois nous permettra de voir les images en temps réel du poste de commandement. Il y a besoin de pouvoir se déployer rapidement et donc on a prévu des équipes plus mobiles, renforcées d'ailleurs en nombre, plus de secours que les années passées parce qu'on s'attend aussi à un très grand carnaval. Une quarantaine de policiers municipaux seront déployés sur le terrain. Et nouveauté cette année, la ville installera en marge des points de palpation des chicanes afin d'éviter l'intrusion de véhicules à l'intérieur du dispositif. Les points de palpation, mais aussi les voies perpendiculaires au boulevard Général de Gaulle où on avait des barrières fixes et on a eu des intrusions. Notre objectif, c'est que tous ceux qui pénètrent sur le périmètre du centre-ville et le périmètre du carnaval
le fasse sans objet qui puisse représenter un danger pour les plus de 100 000 personnes qu'on attend chaque jour. On a également mobilisé les grands frères, des médiateurs portés par des associations pour intervenir en amont des dispositifs de sécurité. Et puis on travaille aussi sur les problématiques de stationnement dans les quartiers aux abords du centre-ville. Un accent particulier mis sur la vente d'alcool sur le domaine public et en particulier en bouteille. C'est strictement interdit. Avec aussi les problématiques de cagoules, de port de cagoules qui génèrent des problématiques de sécurité. Plus de 100 000 personnes sont attendues chaque jour dans les rues foyalaises. L'objectif pour les autorités sera de faire aussi bien que l'an dernier, où aucun incident majeur n'était venu gâcher la fête. Quand les entreprises recrutent en prison, ce matin, la mission locale du centre organisait une session de recrutement au sein de l'établissement pénitentiaire de Ducos. 3 structures ont accepté de jouer le jeu avec un objectif, offrir une vraie opportunité aux multiples profils qu'ils ont rencontrés derrière les barreaux. Pour la MILSEM, l'enjeu principal est d'aider ces jeunes à préparer leur sortie. Plusieurs d'entre eux se sont vus proposer des contrats. Les précisions face à la caméra de Sandrine Claude. Pouvoir permettre aux employeurs de recevoir les jeunes selon leur projet à eux et non pas dans le sens inverse. Ils ont un laps de temps en détention qui leur permet de se focaliser. Ils n'ont pas d'éléments extérieurs qui viennent perturber ce parcours et donc ils ont le temps de réfléchir au niveau des ateliers, des entretiens individuels et du travail qui est demandé en détention en cellule. Il y a des profils très intéressants, mais qui sont un peu écrasés et par leur parcours judiciaire et par leur vie avant. Et du coup, ils se voient complètement différemment dans le cadre de ce parcours, puisqu'on les aide à se regarder. On les aide à prendre conscience de leurs actes, on les aide à prendre conscience de leur personnalité, de leurs compétences. Et au bout de quelques ateliers, leur compréhension d'eux-mêmes est complètement différente. L'entreprise a son rôle à jouer dans l'intégration des jeunes détenus, puisqu'il faut préparer la sortie. Si on dit qu'il faut préparer la sortie, c'est la sortie vers quoi ? Vers des entreprises, vers les acteurs économiques locaux en priorité. Donc pour le faire, il faut bien qu'il y ait des personnes individuellement qui soient convaincues de ça. Ils ont eu des ateliers en amont qui leur a permis de se préparer. Et donc le jour J, ils étaient prêts. Ils étaient très contents, très contents. Pour eux, c'est une progression aussi, toute la partie préparation en amont. Intéressons-nous à présent à ce nouveau dispositif mobile lancé par la collectivité territoriale et l'Agence régionale de santé. 2 bus dédiés à la santé et à l'accompagnement social et médical vont désormais sillonner le territoire. Objectif, aller vers les populations les plus éloignées des services publics. Les détails recueillis par Dorian Cahuila. Avec les professionnels de santé qui vont faire vivre ce bus aussi et avec les patients qui vont venir en consultation. Donc c'est vraiment le symbole de ce travail partenarial et puis le symbole aussi d'une proximité, puisque ce bus il a vocation à aller sillonner tout le territoire, notamment au démarrage sur les communes du Nord, et puis après, petit à petit, qui va un petit peu aller partout, et y compris sur des événements de santé, sur les villages santé que peuvent animer les communes, sur des ateliers de prévention aussi, puisque c'est un peu la dernière dimension de ce bus, je pense, qui est importante, c'est le volet prévention, avec au démarrage un bus qui a été pensé pour la santé infantile et maternelle, mais qui petit à petit aussi peut s'élargir à d'autres champs, que ce soit la promotion de l'activité physique, que ce soit le dépistage des pathologies chroniques comme le diabète. C'est un acte d'innovation majeur, parce que vous savez que nous avons à la fois des enjeux sociaux qui sont très importants, à tous les niveaux, hein. Et on a des enjeux de santé d'une manière générale, d'une très grande importance en Martinique. Bon, nous avons des équipements pour accueillir les personnes à la collectivité, dans les mairies, ils ont laissé ça, est-ce que vous voulez, et pour la santé des hôpitaux. Il n'y a rien de mieux d'aller vers la population. Ne pas rester fixe en train d'attendre, d'aller vers la population. Et de faire de la prévention en matière de santé à tout niveau. Santé sexuelle, dépistage, etc. Toutes les formes de violence que les gens peuvent subir.
Vous savez où est-ce qu'il va s'arrêter pour la première fois le bus? On a beaucoup de demandes, je ne peux pas vous dire, mais bon, a priori, ce serait dans le Nord. Parce que comme le Nord est très touché par des aires médicales, a priori, ce serait le Nord. Place au sport et je vous propose de parler ce soir de rendez-vous un peu particulier. Un tournoi de football féminin Sport Santé porté par l'association Zamifoot dont nous recevons ce soir la présidente et la coach. Frédéric Dougier et Patricia Vittorelli, bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors on va faire les présentations. Patricia Vittorelli, vous êtes la coach de cette équipe, Zamifoot. Et Frédéric Dougier, vous êtes la présidente de l'association. Vous êtes en Martinique pour quelques jours avec un tournoi convivial demain. Expliquez-nous, déjà présentez-nous cette association Zamifoot. Alors les Zamifoot, elle a pris jour il y a 2 ans et demi. Et nous avons donc 24 adhérentes. Et nous sommes là pour promouvoir le sport santé, donc à travers le foot, notre sport, le sport loisir et puis l'intégration, le plaisir de jouer ensemble, quoi. Pour un public particulier, les femmes de plus de 50 ans. De plus de 50 ans, oui. Alors vous avez, peut-être par modestie, vous n'avez pas précisé que vous êtes aussi vice-championne du monde. On peut le dire, ça? Oui. Expliquez-nous tout ça. Oui, on a fait donc un tournoi international en Afrique du Sud au mois d'avril. Et donc on est allé jusqu'en finale et on a perdu en finale, mais on est donc deuxième sur le plan du tournoi, quoi. Et je le disais, vous êtes donc en Martinique pour quelques jours avec un tournoi demain au stade Louis Achille à partir de 17h. Comment tout cela va-t-il s'organiser? Qu'est-il prévu? Alors on est venu au départ en Martinique pour rejoindre une de nos adhérentes qui habite à Schœlcher, Magali, donc passer quelques jours en vacances, et on a décidé éventuellement de pouvoir organiser un tournoi en collaboration avec Marie-Jeanne Charlène, la conseillère technique de la Ligue de football de Martinique, donc qui a été mis en place pour en effet demain recevoir les femmes de plus de 50 ans, voire même les plus jeunes, puisque ce tournoi c'est un tournoi convivial amical, un tournoi ouvert donc à toutes les personnes qui veulent s'initier. Donc on les attend demain au stade Louis Achille à partir de 17h. Vous qui êtes la coach de cette équipe, quels sont les bienfaits pour ce public, ces femmes de plus de 50 ans, à jouer au football, à pratiquer peut-être aussi plus généralement une activité sportive? Alors le mouvement, c'est la vie. C'est ce que je dis tout le temps, le mouvement, c'est la vie. Et nos articulations, on le sait tous que voilà, il faut les laisser en mouvement. Si on les laisse à l'arrêt, comme on dit, c'est source de problèmes de santé. Donc vraiment, on met en avant ce sport santé et inciter toutes ces femmes qui se mettent elles-mêmes des barrières en se disant « j'ai 50 ans et je ne peux pas ». Quand on veut, on peut, et il faut essayer. C'est comme un enfant, quand il dit « j'aime pas les carottes », s'il n'a pas goûté, il ne sait pas. Donc on invite vivement ces femmes de pousser la porte, de franchir ces barrières qu'elles se sont mises et de se dire que le football, c'est aussi pour elles malgré l'âge. Il n'y a pas d'âge dans le sport. Concrètement, les entraînements sont-ils adaptés? Lorsqu'on regarde un match de football classique, j'ai envie de dire, il y a beaucoup peut-être d'engagement, beaucoup d'efforts physiques. On imagine aussi qu'à partir d'un certain âge, on ne peut pas forcément répéter tous ces efforts régulièrement? Alors nous, les séances d'entraînement, ils sont adaptées en fonction du public qu'on a au sein de l'association. On a 24 licenciés de 50 à 70 ans. Notre doyenne, elle a 70 ans. C'est une ancienne cardiologue, donc aussi ça rassure les joueuses, enfin les adhérentes de l'association. Ces séances, elles sont mises en place en fonction des pathologies, parce qu'il y a des femmes qui ont des pathologies. C'est contre aussi l'isolement, puisqu'il y a pas mal de femmes qui restent enfermées chez elles en se disant voilà, je suis veuve, je n'ai pas d'emploi, j'habite seule chez moi. Enfin, voilà. Et ces femmes-là, quand elles viennent avec la banane, et quand elles font ces 1h30 d'entraînement de séance, elles repartent avec la banane. Et c'est là qu'on se dit on a gagné avec ça. Alors Frédéric Dougier, peut-être le mot de la fin pour convaincre celles qui nous regardent de venir vous rejoindre demain à partir de 17h au stade Louis Achille. Sportives ou pas sportives, celles qui veulent démarrer une activité, venir voir, nous rencontrer et se rendre compte que tout est possible, même si on a un passé de sportif ou pas, venir bouger. Et le fait d'être tout ensemble, c'est tellement enrichissant.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Vous vouliez rajouter quelque chose rapidement? Oui, je voulais rajouter que les Amis Foot, donc on organise un tournoi international à Lyon en juillet 2027 et on verra avec la Ligue de Martinique éventuellement pour faire cette équipe et on serait ravis de vous accueillir sur la métropole. Voilà. Eh bien, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Et ce sera aussi un coup d'œil à Wendy Renard qui est de Schweitzer et qui joue à l'Olympique Lyonnais aussi. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous demain à partir de 17h au stade Louis Achille pour ce tournoi convivial, plutôt donc pour les femmes de plus de 50 ans. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Après le football, parlons volleyball. Dans le cadre de la 14e journée du championnat masculin, le MUC recevait le Rayon le week-end dernier. Un match important pour les deux formations en vue de la lutte pour la qualification en phase finale. Et ce sont les universitaires qui se sont imposés sur le score de 3-7-0. Karine Chassol et Marc Michel. Belle opération réalisée par le MUC dans la course en vue de la phase finale du championnat. En dépit d'une belle opposition du Rayon, les universitaires se montrent plus solides. Les protégés de Claude Sanidin s'imposent 25-22, 25-20 et 25-16. Ils remportent le match sur le score de 3-7-0. Le Rayon fait partie des grosses équipes du championnat. C'est une équipe historique. C'est une équipe qu'on prend très au sérieux et avec raison. Donc on a eu une belle préparation. Donc je félicite le Rayon. Je félicite aussi mes joueurs parce qu'ils ont donné beaucoup. Ils ont su rester lucides. Et on continue de préparer les playoffs. Ça se rapproche, mais on est motivés, déterminés pour aller jusqu'au bout cette année. On a rencontré une très très bonne équipe. Bon, on n'a pas su développer notre jeu parce qu'ils nous ont beaucoup embêtés au service coup. Mais on savait que ce serait difficile ce matin. On a changé, on a tourné les rotations, on n'a pas trouvé la bonne solution. Mais bon, c'est à continuer à travailler. Toujours dans le cadre de cette 14e journée du championnat, même score pour le RC Rivière-Pilote aux dépens de l'Empire. Victoire aussi du Good Luck face à l'Espoir. Enfin, l'opposition entre le RC Arlésien et Team Pulse a été reportée à une date ultérieure. Au classement, le MUC est leader avec 6 points d'avance sur le RC Rivière-Pilote et 7 sur le Good Luck. Le RC Arlésien est au pied du podium. En bas de tableau, on retrouve Team Pulse et l'Empire. Un classement tronqué. Certaines formations ont en effet jusqu'à 3 matchs en retard. Chez les femmes, dans la poule A, à l'occasion de la 13e journée du championnat, le Rayon a disposé du VB Pilotin 3-7-0. Dans la poule B, l'Aiglon a battu la JS franciscaine 3-0 et en milieu de semaine dernière, le CTP-VB en avait fait de même face à Team Pulse. Au classement, sans jouer, l'entente FEP Monésy-Éclair reste leader avec 1 point d'avance sur l'Espoir et 2 sur le RCA. Le CTP-VB est à 6 points du podium. Un classement là aussi tronqué avec certaines équipes qui ont 3 matchs en retard. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial La Galeria de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 14h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce mardi 10 février. Un jeune homme de 23 ans a perdu la vie hier soir au quartier de Briand à Fort-de-France, touché par des tirs d'armes à feu. Un deuxième jeune a aussi été blessé. Le quartier est encore sous le choc. Et puis, dans l'actualité nationale, un appel à témoins hors norme est lancé par la justice française. Un homme de 79 ans aurait agressé sexuellement au moins 89 mineurs sur plusieurs décennies, en France, mais aussi à l'étranger. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et d'autres chaînes YouTube. Ce soir, retrouvez à 20h Angle de Vue. Marie Tricot reçoit Steve Gadette. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.